Salut à tous, bienvenue dans ce 4e épisode de Madame a du chien. Julia, Pauline et Margot pour vous servir. Aujourd'hui, vaste sujet, le respect. On va donc aborder ensemble les notions de respect et d'autorité, analyser comment elles sont enchevêtrées, questionner la subordination dans tout ça, la résignation et la domination. On verra une fois de plus comment l'androcentrisme influence notre perception et nos relations. On va évoquer, entre autres choses, le dernier rapport du Haut Conseil à l'égalité paru début 2023, la Déclaration universelle des droits de l'animal datant de 1978 et le Code civil napoléonien de 1804. Installez-vous bien, c'est l'épisode 4 de Madame a du chien. Et pour toutes les personnes qui nous rejoignent pour ce 4e épisode pour la première fois, on va rapidement se présenter. Moi, c'est Pauline, je suis éducatrice canin en positif et optimiste en colère. Moi, c'est Margot, je suis journaliste et étudiante-chercheuse en études sur le genre, et c'est moi, la rurale bad bitch de la bande. Wesh, moi c'est Julia, je suis chienne de rappeuse, ingénieure en biologie animale spécialisée en neurosciences et en études sur le comportement, et je suis la petite naïve en déconstruction. On va commencer ce podcast avec le fameux questionnaire. N'oubliez pas, c'est un questionnaire qui est en ligne, auquel vous pouvez répondre, il est très rapide et ça nous permet d'avoir un vrai échange avec vous sur des questions qui ne sont pas forcément très précises, mais qui pourraient être des questions qu'on pourrait avoir comme ça en papotant ensemble. Aujourd'hui, on va vous donner le résultat de certaines de ces questions. Donc, on a eu 494 répondants et répondantes, principalement toujours des femmes, même complètement essentiellement des femmes. Et on a fait un petit point sur ces questions-là. Est-ce que c'est important de se faire respecter par ces animaux ? Donc, c'est assez intéressant et je pense qu'on va revenir sur cette question et surtout ses réponses tout au long du podcast. Mais vous avez été 278 sur 494 à répondre que vous étiez d'accord sur le fait que c'était important de se faire respecter par ces animaux. Et vous avez été 152 à ne pas être d'accord avec cette affirmation. Et 64 qui ne se sont pas prononcés. Donc finalement, c'est intéressant de ne pas se prononcer. Je pense que ça veut vraiment dire que la notion de respect, c'est quelque chose de pas très compréhensible pour tout le monde. Ensuite, il y avait une affirmation qui disait « Un chien qui n'obéit pas ne respecte pas son humain ». Et là, globalement, vous étiez à peu près tous d'accord avec ça. Le fait de ne pas obéir, ça ne veut pas dire que le chien ne respecte pas son humain. Vous étiez 470 et seulement 13 qui n'étaient pas d'accord et 10 qui ne se sont pas prononcés. Ensuite, on avait fait une petite question sur les enfants. Est-ce qu'un enfant bien élevé obéit aux adultes ? Tout à l'heure, en off, on se disait que peut-être que si on avait marqué « obéit à ses parents », les réponses auraient été différentes. Là, en l'occurrence, « obéit aux adultes ». Vous avez été 47 à être d'accord avec cette affirmation et 403 à ne pas être d'accord avec cette affirmation et vous êtes 44 à ne pas vous être prononcé. Encore une affirmation, celle-ci faisait la différence entre le fait d'être un homme ou une femme et de se faire respecter par un animal. L'affirmation disait « Il est plus facile pour un homme que pour une femme de se faire respecter par un animal ». On va pas se le cacher, vous avez été essentiellement des femmes à répondre à ce questionnaire et forcément la grande majorité n'est pas d'accord avec cette affirmation. Vous êtes 464 à ne pas être d'accord avec cette affirmation, 14 à être d'accord, mais qui êtes-vous ? Et enfin, vous êtes 15 à ne pas savoir. Bien sûr, on ne juge pas, hein, c'est juste un petit mot pour rigoler, mais il n'y a pas de jugement dedans. Vous avez le droit de croire en ce que vous voulez et d'avoir vos propres opinions. Et on avait envie de revenir aussi un petit peu sur cette question. On a mis une affirmation. D'ailleurs, c'est pas une question. On avait envie de revenir sur cette affirmation qui parle pas à proprement parler de respect, mais qui le sous-entend et qui sous-entend surtout l'obéissance et peut-être la notion d'amour. Enfin, c'est vraiment quelque chose de plus global. Est-ce qu'un chien ferait tout
pour son humain. Et là, vous avez été 211 à être d'accord avec ça, et 205 à ne pas être d'accord avec ça, et 77 à ne pas savoir. Donc, encore une fois, faire tout pour son humain, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire se sacrifier ou obéir sans qu'il y ait de raison ou de justice ? Enfin voilà, bref, ça veut dire tout et plein de choses. Et c'est là où c'est important, c'est que ce sont des affirmations peut-être simples, mais qui sous-entendent énormément de choses et qui peuvent avoir des sens différents pour toute personne qui répond. Pauline, je te propose de nous éclairer un petit peu sur les différents mots et les définitions notamment des différents mots qu'on va utiliser tout au long de ce podcast. Et oui, c'est parti. Donc à chaque fois, on essaie de bien déterminer les termes pour qu'on soit sur les mêmes bases. Et puis, il y a aussi beaucoup de mots qu'on utilise et on va pas forcément bien connaître le sens, où on va en avoir des représentations qui ne seront pas forcément les mêmes. Donc, on va commencer par la définition du mot respect, parce que c'est dans le titre de cet épisode, c'est le cœur de cet épisode. Et quand on regarde les définitions qui sont proposées notamment par Le Robert, on a deux qui vont ressortir en particulier. La première, c'est un sentiment qui porte à accorder à quelqu'un de la considération en raison de la valeur qu'on lui reconnaît. Le respect est donc un sentiment qui va être lié à ce qu'on pense de la personne en face de nous. Donc c'est intéressant, on va y revenir après. Et au pluriel, on voit aussi l'utilisation du mot respect comme par exemple le témoignage de respect ou présenter ses respects à quelqu'un, donc qui est plutôt dans un cadre de formule de politesse. Donc nous, c'est le premier sens du mot qu'on va utilisé aujourd'hui dans le podcast. Et ce qui est intéressant, quand on regarde les synonymes de respect, on va avoir notamment le mot révérence. Et on a été voir un petit peu la définition de révérence également. Donc, au sens littéraire du terme, la révérence, c'est un grand respect. Donc, par exemple, je m'adresse à quelqu'un avec révérence. Ça veut dire que j'ai un grand respect par rapport à cette personne dans la façon dans laquelle je vais me comporter vis-à-vis d'elle. Mais également, la révérence, c'est aussi le salut cérémonieux qui est conservé pour les femmes en certains cas, qu'on exécute en inclinant le buste ou en pliant les genoux. Donc, la fameuse référence... C'est un petit peu un signe de soumission, quoi. Oui, notamment au niveau de la posture, puisqu'on va incliner le buste, plier les genoux, on se fait plus petit, on se diminue physiquement par rapport à la personne, et c'est intéressant peut-être aussi de le rapprocher des comportements animaux, mais des choses qu'on verra un petit peu plus tard dans le podcast. Et peut-être qu'on peut discuter de revenir sur une conversation qu'on avait un peu en off pour préparer l'épisode, Pauline, par rapport à l'idée de subordination que tu vois dans la notion de respect. Oui, en effet, au fur et à mesure des recherches, moi j'ai pu constater que le respect, en tout cas comme il était perçu ou mis en avant, c'était très souvent dans la situation de subordination. Ça veut dire qu'on a une personne qui est au-dessus de l'autre, et celle qui est en dessous, eh bien, son rôle, c'est de respecter l'autre, et qu'on doit le respect à ceux qui sont au-dessus de nous, alors que cette notion-là, elle va beaucoup moins être présente quand on va parler à des gens qui sont nos égaux, en fait. Par exemple, en amitié, on va pas parler de comment se faire respecter par ses amis, ou à quel point il faut qu'on respecte nos amis. Ça paraît aller de soi, alors que quand il y a un rapport de subordination, par exemple, avec un supérieur hiérarchique dans le cadre du travail, les parents, les enfants, même si ce rapport de subordination peut être tout à fait questionnable, là, le respect va commencer à entrer en jeu. Et je pense que c'est là qu'on peut aussi faire la distinction entre le terme respect, qui est un sentiment, et le terme de respect de la hiérarchie, parce que tu parles, tu vois, dans le cadre hiérarchique et tout. Et je pense que le respect de l'autorité, le respect de la hiérarchie et le respect en soi, c'est quand même des choses qui sont vachement différentes. Oui, tout à fait. On va parler du respect sous une certaine forme, dans un certain cadre, et c'est un respect qui est différent du sentiment de respect qui peut être sorti de cette situation de subordination. Du coup, oui, c'est intéressant. Là, ça me permet de faire déjà un petit parallèle avec le rapport du Haut Conseil à l'égalité qui est sorti donc en 2023 là, par rapport à l'état du sexisme en France. Parce qu'il nous dit que parmi les hommes de moins de 35 ans, donc les hommes qui sont censés être d'une génération un peu moderne, n'est-ce pas ? Sans jugement, mais bon, un peu quand même, hein, désolé. On observe un ancrage plus important des clichés masculinistes et une plus grande affirmation d'une masculinité hégémonique. Ça renvoie à Rewin Connell, la chercheuse australienne. N'hésitez pas à aller jeter un œil à ses travaux et éventuellement aller écouter le podcast de l'enregistrement de la conversation sur les masculinités. On vous mettra les liens qui a eu lieu dans les Landes. On vous mettra les liens en description du podcast.
Donc c'est cette masculinité hégémonique qu'ils semblent percevoir comme une valorisation de leur genre. Et par exemple, 20% des 25-34 ans considèrent que pour être respecté en tant qu'homme dans la société, il faut vanter ses exploits sexuels auprès de ses amis, donc se faire passer pour un homme tellement fort qu'il arrive à, pas vulgaire, avoir des relations sexuelles régulièrement avec plein de meufs différentes. C'est viril et ça assoit une position de pouvoir dans la société. Une affirmation un peu plus inquiétante. 21% considèrent qu'il faut rouler vite et 23% qu'il faut parfois être violent pour se faire respecter. Ça rejoint un peu l'idée que tu évoquais, Pauline, par rapport à cette subordination, cette hiérarchie qui se retrouve effectivement même dans les relations humaines, dans les relations intimes, et qui sont bien actuelles, parce que quand tu lis ces chiffres, tu te dirais oui, bon, bah, ça date des années je sais pas, 60, 50. Mais non, c'est 2023. Et donc, effectivement, je trouve qu'avec ce podcast, re-questionner un peu cette notion de respect et voir ce que ça dit ou ce à quoi ça devrait nous faire penser, je pense que c'est intéressant et que ça va être un travail important à mener aujourd'hui. Merci Margot, et je propose maintenant qu'on aille vers la définition suivante. On va parler maintenant de résignation, qui va finalement découler de ce qu'on va pouvoir penser qu'est le respect. La résignation, c'est le fait d'accepter sans protester la volonté de quelqu'un, et c'est la tendance à se soumettre. Par exemple, je peux me résigner à l'injustice, et dans les synonymes, on retrouve le terme soumission, qui doit vous parler, puisque dans le dernier podcast sur la dominance, c'est un terme qu'on a beaucoup abordé, qu'on a beaucoup discuté, et on se retrouve de nouveau dans cette même configuration où on va parler de dominance, de subordination, notamment donc dans ce cadre de cette résignation, et en termes d'éthologie ou de sciences du comportement, on va parler notamment de la résignation apprise, ou impuissance apprise, ou impuissance acquise, ou résignation acquise. Tout ça, ce sont des synonymes qui vont définir tous la même chose. Et c'est un terme qui va désigner une condition dans laquelle un individu ou un animal a fait l'expérience d'un comportement rapproché du désespoir, du renoncement et de la dépression. Ce qu'on va pouvoir voir, c'est que cette impuissance apprise ou cette résignation apprise, eh bien, on va souvent la confondre avec justement le respect. Et que c'est ces signes-là qui vont nous permettre de penser qu'on est respecté quand on va voir l'animal ou l'humain en face de nous qui ne va plus avoir aucune réponse par rapport à ce qui se passe autour de lui. C'est un sujet qu'on développera plus loin dans le podcast. Et je pense que Pauline, on peut le dire, la résignation apprise ou acquise, c'est vraiment le cœur de l'éducation coercitive, en fait, chez le chien ou chez le cheval, quoi. C'est-à-dire que on cherche toujours à ajouter des choses désagréables pour faire disparaître des comportements qu'on veut plus voir. Et du coup, c'est à force de faire des choses désagréables que vraiment l'animal ou d'ailleurs l'humain va arrêter de proposer quoi que ce soit, quoi. En fait, il arrive à un état quasiment d'inertie où il propose plus rien ou il fait plus rien. Et du coup, ça a un vrai impact sur l'état psychologique de l'individu. Oui, totalement. Et le problème étant aussi qu'à ce moment-là, on va dire l'entraîneur, la personne qui est en train d'appliquer cette approche, que ce soit à l'animal ou à l'humain, obtient un renforcement très fort, puisque ça fonctionne en fait. Ça fonctionne parce qu'en fait l'animal ne fait plus rien, il n'essaie plus rien, il est complètement fermé. Et on a l'impression que ça a marché, puisque le problème qui était peut-être à l'origine de l'application des méthodes a disparu. Donc ça fonctionne. Et c'est un gros problème de lecture et de compréhension, je pense, des personnes qui appliquent ce genre de méthode, de ne pas voir les conséquences que ça peut avoir sur l'animal, au-delà même de la modification du comportement. C'est quelles sont les conséquences psychologiques et même physiologiques, parce que ça a des conséquences sur la santé de l'animal aussi. Et du coup, on a un petit document là qu'on vous partagera. Et donc, l'impuissance apprise, elle a été proposée, ce terme, en 1975 par Martin Seligman, qui était professeur de psychologie expérimentale, sous le terme de théorie de l'impuissance
apprise. Et donc, il a fait une expérience qui a montré en fait les 3 conséquences principales que peut avoir, par exemple, les chocs électriques incontrôlables qui peuvent être donnés à un animal pour installer l'apathie et la résignation. Et notamment, en ce moment, c'est un sujet un peu chaud quant à l'utilisation des colliers électriques, notamment, ou des clôtures électriques. Et en fait, les 3 conséquences principales sur ces chocs électriques que l'animal en fait comprendra pas finalement, ça va être une difficulté progressive à faire le lien entre l'action posée et les conséquences, une forte baisse de la motivation. Du coup, l'animal, il veut plus émettre de comportement puisque voilà, ça sert à rien, et aussi une augmentation des sentiments de déprime. Et ça, je pense que c'est vraiment, vraiment, vraiment important que ça soit entendu. C'est que l'éducation coercitive, elle a vraiment des impacts très forts et très néfastes sur la psychologie de l'individu. Et si je peux me permettre de rebondir, là on parle de choc électrique, donc je pense que ça vient dans la tête de tout le monde de se dire que c'est quelque chose d'horrible et d'affreux parce qu'il y a vraiment une douleur physique intense. Mais on n'a pas besoin d'aller dans des extrêmes aussi forts pour avoir des conséquences. Et autant sur ces outils-là, en général, la plupart des gens vont se dire bah oui, c'est pas ok le collier électrique. Mais il y a d'autres pratiques, d'autres approches qui sont moins, on va dire, visuelles, moins impactantes pour l'humain qui va les percevoir, mais qui sur l'animal vont avoir un impact énorme. Et on n'a pas besoin d'avoir forcément recours à des choses extrêmement violentes pour créer de la résignation acquise. Et ça peut être déjà une immersion, donc mettre le chien dans un endroit où il y a beaucoup trop de stimulus qu'il ne peut pas gérer et qui va le rendre complètement paniqué. Et au bout d'un moment, le chien va complètement arrêter de tester quoi que ce soit parce que il est juste, encore une fois, complètement éteint. Et là, il n'y a pas de violence à proprement parler visible, appliquée. Il n'y a pas de coups, il n'y a pas de cris, il n'y a pas de pression physique, mais il y a quand même le processus qui se met en place. Et c'est là où c'est difficile pour les gens qui ne sont pas forcément formés à ça, c'est de percevoir ce qui est en train de se produire, alors même que la violence n'est pas visible. Voilà. Il ne faut pas imaginer que quand un animal ou un enfant a peur de quelque chose, de le mettre en immersion totale face à ça, ça va enlever la peur. Au contraire, ça va vraiment le résigner. C'est ça, ça va le résigner et ça va avoir un vrai impact psychologique sur lui. Et donc là, on est sur des méthodes que certains individus pourront dire que c'est des méthodes bienveillantes alors que ça l'est absolument pas. C'est pas parce que, encore une fois, il n'y a pas de violence physique que c'est des méthodes bienveillantes. Au contraire, l'immersion, on ne fait pas. On ne fait pas, on ne fait pas. Je découvre cette expression, donc impuissance apprise ou résignation apprise aujourd'hui, donc merci les filles. Mais ça m'évoque pas mal de choses, alors, d'un point de vue du coup humain et relations de genre notamment. Ça me fait penser aux sorcières qu'on a pu brûler à l'époque de l'Inquisition parce qu'elles avaient des savoirs qu'on ne voulait pas leur laisser, et donc elles ont fini effectivement par, dans un mécanisme de survie, abandonner un peu leurs connaissances et rester tranquille pour en fait pas se faire cramer. Ce qui est intéressant, c'est aussi quand on se place du point de vue de la victime, entre guillemets, de voir que c'est intégré aussi, que ça devient la normalité, et que pour les femmes, par exemple, elles sont OK avec les normes genrées aussi. Ce qui est intéressant de voir aussi quand on va regarder plus en détail l'animal qui va subir cette résignation acquise, c'est que ça va pas forcément couper le lien avec l'humain, et c'est ça aussi qui parfois brouille un peu les pistes, où on va avoir l'impression que le chien, en l'occurrence dans ce que moi je connais le mieux, le chien continue à chercher du contact avec l'humain, continue à chercher du lien, là où on s'attendrait à ce qu'un chien maltraité soit complètement en recherche de fuite par rapport à son humain, alors que le lien reste. On n'est plus sur une relation de confiance, mais sur une relation de dépendance dans laquelle l'animal ne perçoit plus du tout les violences qu'il subit comme étant quelque chose d'anormal, mais finalement ça fait partie du quotidien, ça fait partie de ce qui existe, et donc pour l'animal, il n'y a pas de chercher à fuir en fait cette situation parce que c'est normal. Oui, ça fait effectivement écho au phénomène d'emprise aussi chez les humains, et notamment
pour les personnes victimes de violences. Et c'est ce phénomène aussi de résignation acquise. C'est repris aussi dans ce fameux rapport du Haut Conseil à l'égalité en France, dans lequel on peut lire que seulement 49% des femmes et 37% des hommes estiment problématique qu'une femme cuisine tous les jours pour toute la famille, situation pourtant caractéristique d'un sexisme ordinaire, puisque les représentations très genrées, donc l'idée que la femme s'occupe dans le couple hétérosexuel des tâches domestiques, c'est quelque chose de normal, puisque dans l'essentialisation et les normes de genre qui sont assignées aux femmes et aux hommes, voilà, cet aspect de prendre en charge les tâches domestiques, c'est vraiment relié aux caractéristiques féminines. Et donc, c'est établi comme une caractéristique féminine. Et donc, ces représentations très genrées, qu'elles soient à destination des hommes ou des femmes, demeurent profondément ancrées dans l'opinion, nous explique ce rapport, et on s'en rend compte tous les jours. Et c'est intéressant parce que ça fait lien aussi avec le mot suivant, qui est le mot « obéir ». Et je pense que là, on va pouvoir déjà commencer par la définition du Robert. Donc, obéir, c'est se soumettre. Se soumettre à quelqu'un en se conformant à ce qu'il ou elle ordonne ou défend. Donc, l'exemple qui est donné, c'est « elle n'obéit qu'à sa mère ». Et l'exemple que tu viens de donner, Margot, c'est ça aussi, c'est se soumettre à une volonté, à quelque chose de plus grand pour venir complètement modifier sa façon de faire. Et également, donc c'est la deuxième partie de la définition, se conformer, se plier à ce qui est exigé par autrui ou par soi-même, donc obéir à un ordre. Donc l'obéissance, on voit qu'elle se joue dans, encore une fois, un système de soumission, de relation entre celui qui va dire ce qu'il faut faire et l'animal ou la personne qui va devoir le faire ou non. Et les notions de respect et obéissance, elles ont l'air très liées, puisque l'obéissance peut être perçue comme une forme de respect et une non-obéissance, justement la preuve d'une absence de respect. Ce qui nous amène à aussi venir voir le sens du mot autorité, puisque très souvent dans le monde animal, on va chercher à affirmer son autorité aussi, c'est dans la même thématique que se faire respecter. Et l'autorité, quand on regarde la définition, c'est le droit de commander, le pouvoir d'imposer l'obéissance. Donc, par exemple, l'autorité du supérieur sur ses subordonnés dans le cadre d'une hiérarchie. On va aussi en parler de l'autorité pour désigner les organes du pouvoir, donc les représentants de l'autorité. Cette autorité, elle va donc permettre de pouvoir exiger une obéissance et une forme de respect quand c'est dans ce cadre-là qu'on va chercher à l'utiliser. On continue avec cette partie où là, on va parler un petit peu de la confusion entre le respect, donc ce qu'on a vu, le premier mot qu'on a vu, qui était plutôt un sentiment, et la résignation, qui était plutôt de la soumission. Et en fait, l'amalgame qu'il y a entre ces deux termes permet de mettre en place une espèce de forme de domination. Et chez l'être humain, quand on parle de respect, en fait, il est plutôt question d'obéissance et de domination. Et puis, on met des petites paillettes et des fleurs qui sentent bon, et on appelle ça le respect pour que ça passe bien. Du coup, c'est quelque chose qui se retrouve aussi dans les relations entre les humains et les humaines et les animaux. Et moi, ce que je me suis amusée à faire un petit peu, c'est de taper sur Google respect chien. Et puis ensuite, j'ai fait la même chose avec respect chevaux. Et donc, Google propose, avec le référencement naturel, ce que les gens recherchent le plus. Et donc, les résultats de recherche, ils étaient vraiment hyper intéressant selon moi, bien sûr. Mais quand on tape respect chien, du coup, on tombe sur plein de ressources qui vont nous expliquer comment nous, humains, on peut mieux respecter notre chien, mieux respecter ses besoins. Enfin voilà, vraiment, et ça demande un travail sur l'humain. Alors que pour le cheval, c'est encore la catastrophe, parce que quand on tape respect cheval, alors il n'y a aucune raison de respecter son cheval a priori, mais par contre, il y a plein de solutions pour apprendre à son cheval à nous respecter, à respecter notre espace, à nous respecter
respecter quand on le travaille en main. Et voilà, il y a beaucoup de conseils pour avoir un cheval respectueux, entre guillemets. Je trouve que c'est intéressant de vraiment faire la distinction entre ces deux univers qui sont pas du tout au même niveau de l'évolution du point de vue des méthodes positives, notamment dans l'apprentissage, mais aussi de la prise de conscience des émotions et des besoins fondamentaux des animaux. Les chevaux sont encore extrêmement utilisés comme des outils et des animaux de rente par les humains, que les chiens commencent à rentrer un petit peu plus dans les foyers. Et je pense que voilà, il y a quand même la culture de plein de pays limitrophes notamment, et aussi le Canada et les États-Unis, qui commencent à nous faire changer un petit peu de façon de penser avec les chiens. Mais on est très 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 en retard au niveau des chevaux. Et donc je pense que là, vraiment, quand on parle de respect avec le cheval, on parle vraiment de comment soumettre son cheval. Mais vu que ça fait pas très joli, voilà. Comment avoir un cheval obéissant au doigt et à l'œil, qui nous donne pile ce qu'on veut, mais surtout qui ne s'exprime jamais. C'est très, très intéressant. D'ailleurs, je pense que Pauline, on a récemment vu la même vidéo. Il faudrait que je la retrouve et que je la mette en source, d'une personne qui expliquait, en montrant une vidéo d'un cheval dans un box qui mettait ses oreilles plaquées en arrière et qui essayait de bouffer l'humaine qui était en train de le cajoler. Et du coup, c'était une psychologue ou une éthologue qui disait voilà, ça c'est pas ok en fait, là le cheval il est pas ok, et que dessous il y avait full commentaires qui disaient mais non, mais n'importe quoi, le cheval il est content, le cheval il était quoi, il était dans un box, il était entre guillemets séquestré, hein, parce que pour un cheval être dans un box c'est purement de la séquestration, et le fait que les humains soient pas ok de voir une expression de la part de l'animal. Tu l'as vu, oui, cette vidéo? Oui, et elle m'avait beaucoup marqué. Donc moi, les chevaux, c'est moins mon domaine que les chiens, mais malgré tout, avec mes petites connaissances sur ces animaux-là, je trouvais que ça se voyait vraiment que ce cheval, il n'avait pas du tout envie du contact. Et c'était effarant de voir dans les commentaires que pour les gens, non, mais il fallait qu'il encaisse, quoi. C'est ça, hein. Si ton cheval te respecte, en gros, tu peux lui faire n'importe quoi et ça va passer, quoi. Et c'est effrayant de constater que c'est pas un animal qui a le droit à l'expression, finalement. Non, pas d'expression chez le cheval. Et du coup, qui n'a pas le droit au respect. On ne le respecte pas. C'est surtout pas de rébellion. Le cheval n'a pas le droit de pas être d'accord, en fait. Le cheval a juste le droit d'être en résignation acquise, plus. Et enfin, là, Pauline, je pense que... Enfin, tu vas me dire ce que t'en penses. Mais moi, j'ai tendance à dire aux gens autour de moi que si un éducateur ou une éducatrice canin dit à la personne oui, alors là ton chien ne te respecte pas, j'aurais tendance à dire fuyez vite et loin, parce que si on en arrive à parler du respect qu'un chien peut avoir pour son humain, je pense qu'on est complètement à côté de la plaque, sachant que si vous écoutez un petit peu les épisodes précédents, on explique bien en fait que le chien il est opportuniste et dans la recherche de ressources, et il n'est pas en train de vouloir dominer l'humain, et que clairement quand un éducateur va dire ton chien ne te respecte pas, il va sous-entendre, et encore une fois avec des paillettes et des petites fleurs qui sentent bon, ton chien essaye de te dominer. Oui, ça fait partie des termes qu'on va utiliser pour pas dire dominance, parce que je pense qu'aujourd'hui ils ont compris qu'il fallait pas trop le dire. Donc voilà, le respect, il faut être le leader, il faut que tu sois le chef. On va utiliser des mots un peu pour tourner autour du pot sans forcément dire exactement les termes. Et c'est intéressant d'ailleurs de voir que le chien devrait par nature aussi nous respecter, quoi, dans cette approche-là. Le chien est un opportuniste, comme tu l'as si bien dit, Julia, et le chien aussi, mais il est avant tout dans la coopération, en fait. Enfin, le chien ne cherche que que ça se passe bien. Le chien, il cherche pas à nous faire quoi que ce soit, ou à nous... Il a pas il se lève pas tous les matins en se disant bon, alors aujourd'hui, comment je vais bien pouvoir faire pour prendre le dessus sur mon humain, quoi. Enfin, pas du tout. Les chiens, ils sont beaucoup plus dans la coopération, que ça se passe bien, la préservation. Donc, ils cherchent pas, ils ont pas cet agenda secret, quoi. Donc voilà, le chien ne te respecte pas. Oui, en effet, part. Et dans Madame a du chien, on adore faire des ponts
entre les relations entre les humains et leurs animaux et entre les hommes et les femmes, par exemple, Margot? Oui, mais quand on a choisi ce thème pour cet épisode, je me suis dit, mince, mais qu'est-ce que je viens pouvoir raconter? Et en fait, très vite, j'ai cette idée de coach en séduction qui est apparue. Il y avait effectivement les vidéos de Camille et Justine, je crois que tu en parleras dans tes recos, Julia, donc je ne vais pas spoiler, qui me sont venues. Et du coup, ce matin, je me suis infligée, avant l'enregistrement, non pas une, mais bien 2 vidéos de coach Le courage. en séduction. Ouais, il faut voilà. On vous mettra pas les liens. Non. Non. Je me sacrifie pour la cause. Donc, ce qui était intéressant, c'est que la première vidéo sur laquelle je suis tombée, c'est une meuf qui l'a postée, tournée, enregistrée, et qui expliquait donc que les hommes devaient se faire respecter par les femmes pour voilà, asseoir leur rôle d'homme, parce que désormais, ces femmes castratrices voulaient les émasculer au nom d'une soi-disant égalité, mais qu'il fallait quand même bien voilà, faire entendre leur rôle dans le couple. Donc évidemment, le couple est un couple hétérosexuel, hein, cela va sans dire. Mais je suis pas allée au bout parce que c'était trop répétitif, elle disait rien. Donc voilà, je crois que j'ai tenu 4 minutes. Et après, j'ai pris la deuxième vidéo qui arrivait. Et alors là, festival, quoi. Là, j'ai osé, je suis allée au bout des 12 minutes. Et ça valait son pesant d'or parce que je voulais envoyer les filles. Le gars fait très vite un rapprochement entre relations homme-femme et relations humain-chien. Donc je me suis dit, ok, ça commence bien, c'était un bon candidat. Et voilà, tout de suite, donc il parle de dresser son chien. Il dit, bon, j'irai pas jusqu'à dire qu'il faut dresser sa femme, mais bon, il y a un mais voilà, il faut se faire respecter. Si une meuf arrive en retard et qu'elle s'excuse pas, ça dégage. Bon, je vais pas vous refaire toute la vidéo, mais en plus ce mec est extrêmement vulgaire et vraiment il a lâché des trucs. Je me suis dit mais comment est-ce possible et comment personne n'a signalé en masse ce mec? Enfin, un genre de gars qui pourrait avoir un gros compte aussi sur Instagram. Bon voilà, du coup, et c'est toujours cette même idée de respect, de se faire respecter si on veut que la relation parte bien. Et dans respect, il y a tout de suite ce truc de soumission, même si, encore une fois, il dit, il faut pas, je dis pas que la femme doit être soumise, mais... mais ça sent jamais bon. Voilà, mais quand même, c'est un peu l'idée. On va l'appeler mémé. Et, ouais. et voilà, et donc ce mec déblatère des conneries comme ça pendant un quart d'heure. Bon, le plus affligeant, c'est que je me suis infligé ça pour le bien de cet épisode et pour me dire, oui, effectivement, il y a bien des mecs qui, encore aujourd'hui, estiment que pour que leur relation aille bien, il faut absolument que la meuf... Si, il expliquait sur ce truc d'être en retard, que la meuf, du coup, si elle est en retard, doit absolument s'excuser platement, dire, oui, je suis vraiment désolée, oh là là, pardon, je suis nulle, c'est terminé, c'est la dernière fois que je serai en retard, je te promets, je ferai des efforts. Et là, vous pouvez être content. Là, on est sur une base saine de relation. Mais... Bon, voilà. Du coup, voilà, le truc, c'est qu'il y en a par milliers des vidéos comme ça, des vidéos qui sont faites par les meufs, donc ça rejoint le concept d'impuissance apprise ou de résignation apprise, parce que les meufs, voilà, sont dans ce truc aussi il faut se soumettre. Ça me fait penser aussi à cette nouvelle trend de TikTok de la meuf d'intérieur là. J'ai plus Trad housewife. Voilà. Oh là là, les tradwife, ouais. Donc c'est ces meufs qui se la jouent pin-up des années 50, meuf de Mad Men quoi. Petite robe bien cintrée, petit brushing impeccable et on fait des cupcakes en attendant que tout le monde rentre avec une citronnade fraîche quoi. Brie Van Der Kamp. Mais encore, Brie, elle avait un petit côté subversif. Là, on est plutôt sur Betty Draper dans les premières saisons de Mad Men, quoi.
Donc oui, et puis donc ce coach séduction, pour revenir à lui, faisait a très rapidement fait un parallèle entre comment dresser son chien et comment se faire respecter par sa femme, quoi. Donc le parallèle n'est pas vain, je veux dire. Le podcast n'existe pas pour rien. Merci Margot de t'être infligé ça pour nous. Merci pour ton sacrifice. Si je peux me permettre, il y a beaucoup d'éducateurs canins qui sont un peu sur la sellette en ce moment. Vous pouvez vous reconvertir en coach de séduction a priori. Non, ne faites pas ça. Taisez-vous, restez chez vous et parlez plus. Ah oui, laissez c'est les notre réseaux, option. laissez les réseaux tranquilles. Arrêtez de polluer la planète et stocker vos données de merde dans les data centers. Taisez-vous maintenant. Chut. Mon idée était pas bonne, excusez-moi, je la retire. C'est juste que je voulais que les chiens restent tranquilles, mais tout le monde veut rester tranquille. Ouais, tout le monde. Et, il va bien falloir les occuper parce qu'ils vont toujours faire de la merde, je pense. Mais bon. Ouais, ils vont aller faire du vélo. J'avais envie de parler un petit peu de la notion de respect d'un point de vue du règne animal. Je m'excuse par avance parce que j'ai pas eu le temps de sourcer suffisamment cette recherche, donc je le ferai ultérieurement et c'est promis. C'est quelque chose que j'ai vu dans mes cours, que j'ai entendu et que j'ai lu sur des thèses d'éthologues et j'arrive pas à retrouver les sources. C'était pour parler un petit peu des termes que les humains utilisent, notamment concernant des sentiments. Et le respect étant un sentiment, les éthologues ont tendance à dire que le respect n'existe pas dans le règne animal. En fait, on va plus parler de respect, mais de hiérarchie. Voilà. Donc, juste être OK avec la hiérarchie. En fait, c'est vraiment ça. Et donc, ici... encore une fois, la notion de respect, on voit que c'est au niveau de l'être humain que ça a vraiment, qu'il y a vraiment un problème de compréhension au niveau de ce terme de respect qui est censé être un sentiment. Et dans le règne animal, on va parler de respect de hiérarchie et donc vraiment de respect de l'autorité et de la domination. Et encore une fois, c'est vraiment l'amalgame qui va être fait avec le respect quand c'est l'être humain qui va en parler. Mais au-delà de ça, j'ai fait juste une petite recherche qui m'a vachement plu et que j'avais envie de vous partager. C'est que en cherchant la notion de respect dans le règne animal, j'ai pas du tout trouvé ce que je voulais. Mais j'ai trouvé autre chose. Et c'est notamment la Déclaration universelle des droits de l'animal qui a été faite en 1978. Et franchement, je n'en avais pas entendu parler avant. Et donc, j'ai découvert cette Déclaration universelle des droits de l'animal sur le site de la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences. Et donc, j'ai adoré ce petit encart qu'ils ont écrit. Je vous le lis tout de suite. L'équilibre entre la place de l'homme et celle du monde animal est bien marqué dès le préambule de ce texte qui souligne que le respect par l'homme des animaux est inséparable du respect des hommes entre eux. Il s'agit donc bien de respect, c'est-à-dire d'une préoccupation éthique. Et est-ce que les meufs doivent respecter du coup ou c'est comment? Voilà, mais bon, au-delà de ça, c'est juste pour dire que c'est pas nouveau le sujet qu'on aborde aujourd'hui et et en fait ça fait super longtemps que c'est des sujets qui sont abordés mais qui sont pas trop écoutés ou qui sont pas trop mis en lumière et je trouvais ça important de voir que dans cette déclaration il y avait quand même le lien entre le fait que si les hommes se respectent entre eux, ils doivent aussi respecter les animaux et que ça passe d'abord par le respect des humains entre eux avant de pouvoir respecter les animaux et donc il y a vraiment un lien entre les deux. On a vraiment envie d'approfondir certains sujets et notamment moi c'est vraiment un sujet qui m'intéresse énormément, le respect dans le règne animal et les ressources qu'on peut trouver autour de ça parce qu'elles sont pas faciles à trouver et on vous rappelle que nous avons un site internet et que nous écrivons pour chaque podcast publié, un article où vous pouvez retrouver nos recommandations voilà, et nos sources et aussi voilà, la partie écrite en fait, de ce podcast.
après avoir parlé du respect entre les animaux, on va maintenant parler du respect humain-animal. Et qu'est-ce que ça veut dire, notamment du point de vue des chiens, parce que c'est ma spécialité, qu'un chien nous respecte ou pas. C'est intéressant de voir que dans l'approche qu'on a du respect, et Juliette en a parlé tout à l'heure quand on a parlé des chevaux et des chiens notamment, et de voir que le respect du chien va être mesuré à l'aune de la qualité de son obéissance. Donc si mon chien m'obéit, c'est que mon chien me respecte. Ce qui sous-entend du coup que si mon chien ne m'obéit pas, si mon chien ne m'écoute pas, c'est qu'il ne me respecte pas. Et là, c'est intéressant de voir que pour certaines personnes, les problèmes d'obéissance, on va les considérer comme un problème de relation de subordination. On en a parlé aussi dans l'épisode de la domination. On peut aussi les voir par exemple sur un problème d'amour, c'est-à-dire ton chien ne t'aime pas assez, c'est pour ça qu'il ne t'écoute pas ou tu ne l'aimes pas assez. On peut aussi avoir cette explication de ton chien ne te respecte pas, c'est donc pour cela qu'il ne t'écoute pas. Donc, quand on réfléchit de cette façon-là, si mon chien n'est pas obéissant, c'est parce qu'il n'est pas respectueux, comment est-ce qu'on va résoudre le problème ? Eh bien, en essayant de mettre plus de respect et en essayant de faire en sorte que le chien nous respecte. Et c'est là où, en général, on va avoir les méthodes dont Julia a parlé tout à l'heure, qui vont être des méthodes plus violentes. Donc, on a parlé collier électrique, collier étrangleur. Ça peut être aussi simplement vouloir limiter les privilèges du chien dans la maison, pas lui laisser accès à certaines pièces, à certains mobiliers, vouloir manger avant lui, l'empêcher de faire certaines choses, le laisser faire certaines choses que quand on lui en donne l'autorisation. T'as pas le droit de renifler si je te laisse pas faire ou si je t'ai pas dit que c'était ok. Et donc on va chercher comme ça des stratégies qui vont permettre de regagner le respect du chien. Donc c'est une approche qui va avoir soit deux conséquences, on en a parlé tout à l'heure, la résignation acquise, donc le chien va finir par être complètement vidé, fermé, et il se passera plus rien, et en fait l'humain va être gratifié parce que ça fonctionne, ou à l'inverse on va avoir un chien qui va être de moins en moins à l'aise, qui va de plus en plus se rebeller, de plus en plus présenter des comportements qui vont être difficiles à gérer, et on va vouloir mettre de plus en plus de respect en imposant de plus en plus de choses. Quand on va le regarder d'un point de vue qui va être plutôt de la science de l'apprentissage, puisque c'est une science, l'apprentissage, et contrairement à ce que pensent certaines personnes professionnelles de l'éducation canine, la science n'est pas décorrélée du terrain, elle est forcément directement liée au terrain, puisque on n'étudie pas le comportement des chiens avec des petits microscopes, on étudie le comportement des chiens en observant des chiens dans leurs conditions de vie. Donc la science, elle a un sens, et la science de l'apprentissage, eh bien, elle va nous permettre de comprendre que quand un chien ne nous obéit pas, eh bien, c'est tout simplement qu'il n'est pas entraîné à le faire. Donc, un manque d'obéissance, c'est pas un manque de respect, c'est un manque de capacité de l'humain à entraîner le chien à avoir le comportement qui va être le plus adéquat en fonction des situations dans lesquelles on se trouve. Mais tu remets en cause l'humain ? Quoi ? Moi, remettre en cause l'humain ? Mais non, pas du tout. Mais l'humain est-il prêt à ça ? Tu voudrais dire que les gens ont une responsabilité dans le comportement de leur animal et que quand l'animal ne se comporte pas de la bonne manière, c'est qu'il y a sans doute une défaillance de la part de l'humain. Bon, je ne pense pas. Alors, le but, c'est pas non plus de faire culpabiliser en disant si votre chien ne vous obéit pas, c'est que vous êtes un très mauvais éducateur canin, puisqu'il y a plein d'autres paramètres qui vont jouer et que, évidemment, que tout le monde n'a pas les mêmes compétences en entraînement d'animal, en apprentissage d'un animal. Donc, quand je parle d'entraînement, c'est un terme pour moi qui recouvre toute modification ou création de comportement chez notre animal. Ça peut être en dehors de toute situation de séance d'apprentissage. Par exemple, j'entraîne mon chien à ne pas courser les autres chiens en évitant de le mettre en situation où il va pouvoir le faire. C'est une forme d'entraînement malgré tout. Tout ça pour dire que le problème d'obéissance, c'est pas un problème de respect, en fait, c'est un problème de responsabilité de l'humain vis-à-vis de son chien. Et c'est intéressant de voir que dans un cas, dans une façon de considérer les choses, on va considérer que c'est la faute de l'animal, et dans l'autre cas, on va considérer que c'est la responsabilité de l'humain. Et moi, ce que j'aime bien voir dans cette image-là, c'est que, en effet, on n'est pas des chiens, et je pense que ça... on en est tous conscients. Peut-être que parmi nous, il y en a qui se sentent chiennes, mais je vous renvoie à l'épisode numéro 2 sur le sujet. Mais on n'est pas des animaux, on n'est pas des chiens. Enfin, si, on est des animaux, mais on n'est pas des chiens. Et malgré tout, dans l'équation, dans la relation avec l'animal, on reste quand même celui qui a la cognition la plus développée. On est censé être
la personne responsable dans cette relation, la personne qui a les clés en main. Donc c'est aussi notre rôle à nous de faire en sorte que ça se passe le mieux possible pour notre animal et de respecter notre chien, parce que c'est dans ce sens-là que ça devrait se produire et pas dans l'autre, où on ne devrait pas être dans cette recherche absolue de respect de la part de notre chien. On remet en cause l'humain et ses capacités à apprendre au chien, mais c'est aussi, je pense, ce point-là qui est important, c'est que si par exemple ton chien, ton cheval, ton enfant, ta femme rentre pas dans les cases, si il s'exprime trop, s'il se rebelle ou elle se rebelle, en fait ça va vachement remettre en cause tes capacités d'humain à gérer un autre individu et donc ta propre valeur. Et autant l'humain, il peut être responsable du mauvais apprentissage, mais il ne peut pas être responsable non plus de tous les actes d'un autre individu, non plus de sa gestion des émotions ou de son individualité, parce que moi je trouve que c'est super important que de toujours ça, remettre ce contexte-là, c'est que tous les individus sont uniques, ils ont un environnement unique, ils ont des traumatismes qui leur sont propres et que chaque personne ou chaque animal va réagir différemment en fonction de plein de situations. Et que si toi, tu es responsable d'un individu, le fait que cet individu ne puisse pas répondre aux attentes que la société a de lui, ça ne fait pas de toi un mauvais individu. Et je pense que ça, c'est quelque chose... et moi, je l'ai déjà vécu en tant que maman, mais aussi en tant que propriétaire de chien. Quand ton enfant se comporte pas bien à un moment précis et que tout le monde te regarde et que, en fait, les gens ils voient que l'enfant il a pas le comportement adapté et tout de suite tu te sens jugé sur tes capacités d'être une bonne mère. Ou si ton chien il est super réactif à un moment, les gens ils vont tout de suite dire waouh, ce chien il est méchant, et ils vont te regarder en disant mais en fait tu sais pas du tout gérer ton chien. Et c'est, je pense, le fait d'avoir enfant, femme, chien, cheval, voilà, un individu sous sa responsabilité qui soit dans la résignation acquise, ça veut dire que cet individu ne fera pas de vagues, et ça veut dire que toi tu peux rouler un petit peu la mécanique en disant hey, c'est qui là la patronne, hein, c'est qui domine bien là, qui dirige toute sa petite population et du coup je trouvais intéressant ce lien entre l'humain est quand même responsable du non-apprentissage du chien, mais ça ne veut pas dire que non plus l'humain est responsable de toutes les réactions de l'individu, et qu'en aucun cas ça ne doit lui faire donner l'impression que ça renvoie à ses propres valeurs. Et pourtant c'est le cas aujourd'hui dans la société, je trouve. Oui, le chien n'est pas une extension de nous-mêmes, en fait, c'est aussi un individu à part entière et il existe par lui-même. Donc notre chien ne fait pas que nous définir, heureusement d'ailleurs. Et vous savez qui c'est qui s'emmerdait pas trop à prendre en considération justement les traumas, les vécus, et d'ailleurs qui s'emmerde toujours pas trop à prendre tout ça en considération, et qui posait des cadres pour être bien sûr que cette résignation apprise soit appliquée conformément? Non, qui Ah ça? non. Bien, c'est le législateur, parce que oui, le législateur, là je le mets au masculin parce que ce sont souvent les hommes qui ont fait la loi. Et il y a un magnifique exemple qu'on étudie avec beaucoup d'assiduité, notamment dans les parcours d'études sur le genre. C'est le fameux Code civil français de 1804, dit Code napoléonien, qui a la brillante idée, le mec, de rendre les meufs mineures toute leur vie, en fait. Elles sont sous l'autorité de leur père, et puis quand elles se marient, elles sont sous l'autorité de leur mari, et elles n'ont aucun
putain de droits. Donc, elles sont interdites d'aller au lycée ou à l'université, de signer un contrat, de gérer ses propres biens, exclues évidemment totalement des droits politiques, de travailler sans l'autorisation du mari. Et ça a été révolu dans la deuxième moitié du XXe siècle. Il me semble de tête 65. Interdiction de toucher elle-même son salaire, donc là pareil, révolu deuxième moitié du XXe. Contrôle du mari sur la correspondance et sur leurs relations, comme c'est saint, mon Dieu. Interdiction de voyager à l'étranger sans autorisation. Représentation très dure de l'adultère pour les femmes, alors qu'un mec il avait juste pas le droit de tromper sa femme si elle était dans la maison. Après ça va, mais si tu ramènes pas ta maîtresse s'il y a ta femme chez toi. Là, c'est du respect, ça. Oui, voilà. Bah quand même un minimum. Enfin, on peut pas non plus, on n'est pas des chiens. Et voilà. Et puis les mères-filles et les enfants naturels n'ont aucun droit. Voilà. Et donc en gros, il y a des trucs un peu intéressants sur cette notion de respect ou de non-respect. Du coup, on considérait les femmes comme des ventres, ou éventuellement des corps. Et on expliquait que le ventre de la femme appartenait à son mari et que la femme devait donc respect et était soumise à l'autorité de son mari. Et cette notion de respect aussi, je trouvais intéressante de voir comment elle revenait dans les vœux qu'on prononce dans le cadre d'un mariage encore aujourd'hui. On doit respect et fidélité à son mari, normalement à sa femme aussi, je crois. Mais... Oui, à sa femme. Et pour revenir à ce code napoléonien, déjà même avant, les meufs, dans la loi, elles étaient exclues de plein de choses. Ah oui, et je vous parlais donc de ce code de 1804, ce code civil, pour vous parler aussi de l'expression sous l'autorité de la loi, parce que il y a plein de choses qui régissent les inégalités et le système de domination dans lequel on évolue encore aujourd'hui. Plein de choses qui sont passées par la loi et par le fait d'inscrire dans la loi des choses qui ont été donc normalisées. Et donc les femmes sont victimes un peu de cette... de ce sexisme ordinaire sous l'autorité de la loi. Et déjà à l'époque de la Révolution française, alors qu'elles ont œuvré pour la Révolution française largement, dès que les hommes ont pu, elles ont été exclues des organes politiques, elles ont été interdites de faire de la politique, interdites de se rassembler en club, alors que les mecs avaient aucun problème pour eux se retrouver en club politique et discuter entre eux, mais les meufs interdits, parce qu'on ne voulait pas aussi qu'elles commencent à prendre de la place et de l'espace, parce que qu'est-ce que ce serait une femme en politique ? Faut pas déconner non plus. Les femmes, c'est à la maison, on l'a dit. Donc voilà, ce code civil, je trouvais ça intéressant de le rappeler et de revenir aussi sur cette notion d'autorité de la loi et de comment on a été formaté à cette notion de respect, de subordination entre les meufs et les mecs. Le 8 mars dernier, à Mont-de-Marsan, il y avait une association, WIPSI, qui faisait des jeux pour les droits des femmes. Et c'est à ce moment-là que moi, j'ai pris conscience que les femmes ont le droit de vote depuis 1944 et qu'elles ont le droit d'ouvrir des comptes en banque depuis 1965. Et ça fait vraiment pas longtemps. Et que dans pas mal de pays encore, les femmes sont un peu au code napoléonien finalement. Ah mais oui, parce que le code napoléonien, c'est un code civil qui a inspiré malheureusement beaucoup de pays dans leur législation. Et il y a cette petite anecdote aussi de la loi sur le pantalon. Le préfet de Paris qui avait interdit en 1800 les femmes de porter un pantalon et qui a été abrogée. Alors elle était jugée comme caduque cette loi, mais jusqu'au... Je ne sais plus si c'est 2003 ou 2013, mais cette loi était en vigueur jusqu'à 2003 ou 2013. Les meufs n'avaient pas le droit officiellement de porter des pantalons. Quand même funky la loi. Hein. Vous avez quoi les filles aujourd'hui ? Moi j'ai un beau pantalon en velours. Oui, un magnifique jogging bien confortable. Et moi j'ai un jean taille haute. Sexy. Mais ça y est, maintenant on a le droit. C'est parti pour notre petit moment recommandation.
Donc je vais commencer avec notamment le respect des animaux, une préoccupation éthique. C'est donc l'article qui a été fait par la Fondation Droit Animal, Sciences et Éthique et qui reprend la déclaration universelle du droit animal. Et alors on n'en a pas parlé trop pendant ce podcast, mais je vous fais une recommandation. C'est un article sur de l'éducation positive, comment faire face aux enfants irrespectueux. Et donc ça explique beaucoup de choses. Il y a encore une notion du respect et ça explique aussi le fait que les enfants, ils sont immatures au niveau de leurs émotions et au niveau de leur cerveau et qu'ils ne sont pas capables en fait de gérer leurs émotions comme les adultes et que souvent les adultes voient comme de l'irrespect certaines réactions ou émotions des enfants. Et donc je trouve cet article super intéressant à lire. Et pour finir, une petite reco humour que vous pourrez retrouver sur notre article, je le partagerai, vous aurez juste à cliquer sur le lien et je pense qu'on vous le partagera aussi sur notre compte Instagram et Facebook. C'est un petit réel de Justine Lossa qui nous a bien régalé tout à l'heure quand on l'a regardé et c'est un coach en séduction qui explique comment il faut punir et récompenser une femme pour qu'elle apprenne à te respecter et on voit 3 nanas qui sont avec leur petit chihuahua et qui bug un peu au moment où elles comprennent que c'est d'une femme qu'il est question en fait. Moi, de mon côté, je vous recommande pour ce mois-ci la lecture du livre Planète Chien de Joël Cavrivière. C'est un livre qui tient une grande place dans mon cœur parce que c'est un des premiers que j'ai lu en français sur le sujet du chien. Et Joël Cavrivière, elle va vous emmener justement sur la planète chien pour se rendre compte de qu'est-ce que c'est qu'un chien. Qu'est-ce que ça veut dire respecter son chien, justement? Quels sont ses besoins? Comment le chien fonctionne? Et c'est un livre qui commence un petit peu à dater, mais qui, je trouve, reste extrêmement d'actualité. Vous pouvez retrouver sur son site planetechien.com. Et je vous en conseille vraiment la lecture si vous êtes débutant dans le sujet de l'éducation canine ou si vous considérez peut-être prendre un chien chez vous. C'est vraiment un livre qui va vous donner toutes les clés pour partir sur des bonnes bases en comprenant vraiment l'animal en face de vous. Je vais donc conclure. Moi, ce mois-ci, je vous conseille une série de podcasts, Les fantômes de l'hystérie, histoire d'une parole confisquée, de Pauline Chanu sur France Culture. C'est une série de la série documentaire. Et je vous conseille notamment l'épisode 3 sur 4, Toutes des hystériques, la fabrique du silence, parce que notamment dans cette histoire de respect, de instituer le respect, les instances psychiatriques ont été assez championnes et les psychanalystes Freud et compagnie ont bien œuvré là-dedans. Ça raconte notamment comment des pères, des maris faisaient interner leurs femmes parce qu'elles leur manquaient de respect ou qu'elles n'étaient pas conformes. Comme tu disais, Julia, elles ne rentraient pas dans les cases dans lesquelles elles devaient rentrer. C'est édifiant et c'est assez glaçant aussi. Il y a des témoignages de meufs victimes de violences notamment. Faut être prêt et prête pour écouter ça. Mais cette série est édifiante et on comprend beaucoup de choses sur l'image et l'apparence et ce qu'on met encore aujourd'hui derrière le terme hystérique. Et enfin, deuxième reco, c'est le compte ou le site internet Mauvaise Compagnie d'Anaïs Bourdet, qui est une génie. Elle avait créé le projet Paye ta schneck il y a quelques années sur le sexisme ordinaire, le harcèlement, etc. Et Mauvaise Compagnie, c'est des affiches, c'est des sacs, c'est de la papeterie, des badges, enfin des choses assez extraordinaires pour revendiquer votre côté hystérique justement et votre appartenance à la grande communauté féministe. N'hésitez pas à aller soutenir son travail parce que quand vous achetez en plus des choses sur son site internet, elle reverse à d'autres associations amies qui viennent en aide aux personnes en situation de migration ou qui viennent en aide aux personnes victimes de cyberharcèlement par exemple. Donc voilà, Mauvaise Compagnie, c'est du génie. D'ailleurs, vous êtes déjà nombreux et nombreuses à nous soutenir et on vous en remercie. Si jamais vous voulez soutenir aussi le podcast et rejoindre les personnes qui en font partie, vous pouvez vous rendre sur notre site internet. Vous pourrez retrouver les différentes contributions qu'on vous propose en échange de votre soutien. Merci encore à tous ceux et celles qui le feront. On se dit donc au mois prochain. On évoquera le sujet du consentement. Waouh. Consentement. Big sujet. Big sujet.
Subject. Big subject. Okay. Yeah, in English. Consent. Consent, dear. D'ici là, portez-vous bien et surtout, gloire aux chiennes. Et au Et chat. au chat.